Bonsoir à tous, amis voyageurs, soyez les bienvenus. C'est pour moi une très grande joie de vous accueillir ce soir pour un nouveau voyage virtuel en Arménie, à la découverte de ce berceau du christianisme avec le journaliste Tigran Yegavian. Vous êtes plus de 4000 à nous suivre depuis maintenant 8 semaines que nous avons lancé ces voyages virtuels. Et à nouveau, nous vous remercions très chaleureusement au nom de toute l'équipe Ictus Voyage pour votre soutien, pour votre présence ce soir, pour votre participation très nombreuse ce soir. Nous sommes plus de 100 et pour vos nombreux mots d'encouragement que nous recevons depuis que nous avons lancé ces voyages virtuels. C'est bientôt la fin de nos voyages virtuels. Nous aurons encore la joie d'en avoir deux la semaine prochaine. J'y reviendrai à la fin de ce voyage. J'ai la grande joie ce soir d'accueillir Tigran Yegavian, qui est journaliste, essayiste. Il est membre de la revue Conflit, membre de la rédaction de la revue Conflit. Il est donc essayiste, comme je le disais, et il est l'auteur de deux ouvrages à nommer particulièrement, qui s'appellent L'Arménie à l'ombre de la montagne sacrée et puis Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire. Voilà, je vais lui passer la parole dans quelques instants. Avant, je souhaitais vous préciser que nous aurons la possibilité au cours de ce voyage virtuel de poser des questions à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R et qui se situe au bas de votre écran. Vous pouvez tout à fait commencer à poser vos questions lorsque Tigran Yegavian prendra la parole. Comme ça, nous aurons des questions à lui poser dès la fin de ce voyage virtuel au bout de 45 minutes. Et nous prendrons une quinzaine de minutes pour y répondre à la fin. Voilà. Et bien, sans plus tarder, je vais passer la parole à Tigran. Tigran, vous m'entendez? Bonjour Vianney, je vous entends. Et vous? Et je vous entends parfaitement. Je vous souhaite la bienvenue, Tigran. Merci. Je vous souhaite un très bon voyage virtuel en compagnie de nos amis voyageurs. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon voyage. Eh bien, merci. Bonjour à vous, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là. Merci aussi de me donner cette occasion de parler de l'Arménie, un pays qu'on commence à mieux connaître depuis une vingtaine d'années, même si encore beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes sont liés à cette vieille nation chrétienne, la première nation chrétienne qui a adopté le christianisme en 301 après Jésus-Christ. Alors, bien entendu, oui, le génocide constitue un marqueur identitaire assez prégnant. Bien entendu aussi la gastronomie, Charles Aznavour, pour ne pas le citer. Mais il faut savoir que l'Arménie nous est proche aussi également à travers la francophonie, puisque l'Arménie est depuis 2004 un État assez actif de l'Organisation internationale de la francophonie. À Yerevan s'est tenu en 2018 donc le sommet des chefs d'État de la francophonie. Le français est parlé par à peu près 200 000 locaux. Et la relation qui nous lie avec la France remonte en fait au Moyen-Âge. Elle est assez ancienne, à l'époque des croisades, où il y avait un État arménien donc dans le sud de l'Anatolie, la Cilicie, qui était allié aux croisades. Et de cette rencontre entre les croisades et les Arméniens subsistent plusieurs mots français qui sont restés dans le vocabulaire arménien. C'est le cas par exemple de baron, qui vient de baron, qui signifie monsieur, qui est toujours employé dans la langue arménienne moderne. Le dernier roi d'Arménie, Léon de Lusignan, est enterré à la basilique des rois de France à Saint-Denis. Tout ça fait que l'Arménie nous est éloignée par la géographie, mais nous est très proche par sa diaspora en France, mais aussi par la profondeur des liens culturels et historiques. Alors moi, je vous propose en fait un voyage, un plan en trois axes, trois parties qui sont bien scellées, qui sont bien thématiques. La première, donc géopolitique. On va faire un petit panorama de la géopolitique, de l'histoire arménienne, des problématiques qui se posent à l'État arménien. Aussi, on va parler de spiritualité, comment les Arméniens vivent leur foi chrétienne. Et enfin, je vous propose un petit itinéraire, enfin un itinéraire touristique qui va nous conduire de la capitale Yerevan jusqu'aux confins de l'Arménie, à la frontière de l'Iran. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il est difficile de parler de l'Arménie au singulier. C'est un petit peu comme le monde hellénique, il existe un monde arménien. Il faut comprendre pour ça, regardez un petit peu les armoiries, le blason donc de la République d'Arménie actuelle, donc c'est le premier slide, qui est assez parlant en fait, parce que qu'est-ce qu'on regarde dans ces armoiries actuelles? On regarde un aigle et un lion qui se tournent le dos. On regarde aussi au milieu donc le mont Ararat avec l'arche de Noé, qui symbolise en fait qui symbolise la nation arménienne, et puis les armoiries du dernier État indépendant, donc ce royaume arménien de Cilicie, qui se situait donc en dehors du plateau arménien, dans le sud de l'Anatolie, et donc qui est le dernier État indépendant, donc ça remonte à 1375.
le lion et l'aigle se tournent le dos. Ça évoque aussi la singularité de l'expérience arménienne depuis le Moyen-Âge, puisque le lion est à la fois arrimé à la terre d'Arménie, à ses montagnes, et marque un ancrage profondément fort dans la terre de l'Arménie. Quant à l'aigle, plutôt mouvant en fait, évoque aussi dans l'imaginaire arménien la diaspora, cette situation de dispersion qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne remonte pas seulement au génocide de 1915, mais bien antérieure. Elle est bien antérieure. Alors, autre représentation, c'est le mont Ararat. Hein, donc, le mont Ararat, dans le voilà, qui incarne, qui mobilise donc tout un imaginaire biblique, et qui était aussi, comme on peut le constater à gauche, l'armoirie de l'ancienne Arménie soviétique, puisque l'Arménie fait partie de l'ancienne URSS. Elle est indépendante depuis 1991, et quand vous allez en Arménie, vous trouvez l'Ararat partout. Ça soit dans les cigarettes, dans le principal club de foot, dans le fameux cognac, entre guillemets, le brandy arménien, la marque Ararat, qui est une marque très connue mondialement depuis l'époque soviétique. On le trouve partout, sauf en Arménie. Voilà, c'est le prochain, on va peut-être voir le prochain slide. Parce que l'Ararat se trouve donc à l'extérieur des frontières de l'Arménie, du fait de l'histoire, du génocide. Et donc, c'est un symbole très, très puissant en fait, dans l'imaginaire national. Un écrivain arménien de la diaspora de France, notamment, Pascal Chouchanian, qualifié d'arménien celui qui avait un Ararat dans son cœur. Donc, on va passer à l'autre carte, si possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans cette carte? On voit qu'il est difficile de parler de l'Arménie au singulier, compte tenu que l'Arménie est un pays qui a toujours été en fait à cheval entre les empires. À l'époque antique, donc l'empire romain et l'empire parthe. Après, vous avez l'empire perse, sassanide, et l'empire byzantin. Plus tard, l'empire ottoman et l'empire perse, puis l'empire ottoman et l'empire russe. Donc c'est un pays qui est profondément marqué par la tectonique des empires, qui est à cheval entre ces deux empires, donc qui est en quelque sorte victime de sa géographie, étant donné qu'il est placé sur la route des invasions. Et tout cela a fait que le peuple arménien a payé un prix excessivement élevé de cette situation géographique et a perdu assez tôt son indépendance. Alors quand on évoque l'Arménie dans notre imaginaire actuel, on pense bien entendu à l'Arménie qui existe aujourd'hui, c'est 30 000 km² donc, qui font partie du Caucase, donc c'est la partie en jaune dans la carte précédente, et l'Arménie occidentale dont moi je suis issu, c'est-à-dire l'Arménie ottomane qui n'existe plus, qui est le berceau, un berceau très important du peuple arménien, qui a été rayé de la carte après le génocide de 1915. Donc parler de l'Arménie au singulier, ce n'est pas une tâche aisée, compte tenu aussi que depuis 1991, il y a un autre État arménien, cette fois-ci à l'est de l'Arménie, qui est le Karabakh, ou la République de l'Artsakh, puisqu'il s'appelle dorénavant l'Artsakh, anciennement Karabakh, qui est un État non reconnu par la communauté internationale, qui est peuplé historiquement d'Arméniens, qui fait partie du berceau historique aussi de la nation arménienne, et qui donc a réussi à se libérer du joug azéri, puisqu'il faisait partie il était intégré arbitrairement à l'Azerbaïdjan, à l'est de l'Arménie, et donc au cours d'une guerre de libération dans les années 90, il a réussi à obtenir son indépendance. Donc, dernier point. Donc là, on va passer au slide. Voilà, là, je vous montre le génocide. C'est une carte du génocide pour vous ayez une idée un petit peu. Comment s'est procédé le génocide à travers les cartes. C'est toujours intéressant de voir donc la route des déportations, et c'est à partir du désert de Syrie que le peuple arménien occidental, l'Empire ottoman, s'y dispersait et a formé la diaspora que nous connaissons actuellement. Donc, il existe donc 3 entités. On va récapituler: la République d'Arménie actuelle, la République de l'Artsakh, le Karabakh, et puis la diaspora, c'est le slide numéro 7, si je ne m'abuse. Donc, on peut observer que cette diaspora, donc on va passer, si possible, dans l'autre photo, après, un peu plus loin, qu'on puisse regarder. Voilà, donc là, vous avez le Karabakh. Donc, Karabakh, bon, c'est vrai que c'est une carte qui raconte un petit peu l'histoire de la situation actuelle géopolitique, qui est non reconnue, mais il y a des forces arméniennes qui sont en présence
et qui occupent en fait tout un territoire à l'extérieur du territoire du Karabakh et qui font face à l'Azerbaïdjan. Donc c'est un pays qui est en situation de guerre avec l'Azerbaïdjan et toujours non reconnu par la communauté internationale. Donc 3 entités, je récapitule: l'Arménie actuelle, la République d'Arménie reconnue, la République de l'Artsakh et la diaspora. Une diaspora, donc voilà, vous avez sur cette carte, vous ne verrez pas cette carte sur un atlas, mais qui traduit la situation actuelle. Donc l'Arménie à gauche, avec sa capitale Yerevan, et le Haut-Karabakh, mais qui s'appelle aujourd'hui l'Artsakh, donc à droite, avec sa capitale Stepanakert. Et on va passer au prochain slide. Voilà. Ouais, donc après, ouais, voilà, oui, bon, c'est pas grave. Donc là, c'est la diaspora. La diaspora, pour vous dire qu'il existe aujourd'hui sur à peu près 7 millions, après, sur 7,5 millions d'Arméniens. La majorité des Arméniens se trouvent aujourd'hui en situation de diaspora, puisque la République d'Arménie, c'est à peu près un peu moins de 2,5-3 millions d'habitants. Donc, on va revenir en arrière si c'est possible. Donc, on part d'un petit pays enclavé de 30 000 km², qui est privé de profondeur stratégique. Une vieille nation, mais un jeune État. Une vieille nation puisque le mont arménien, enfin, ça existe depuis à peu près 2000 ans, mais un jeune État puisque l'Arménie, en fait, dans l'histoire, elle a une très faible expérience d'État indépendant puisqu'elle a perdu son indépendance au XIVe siècle pour la recouvrir très brièvement en 1918 et plus récemment en 1991. Donc, les frontières de l'Arménie, si c'est possible, ce serait bien de revenir à ancien slide. Donc, la photo, on voyait donc le barbelé, donc le slide précédent. Donc, voilà, merci. Donc, les frontières de l'Arménie sont tout sauf naturelles. C'est important de le comprendre, puisque la plaie béante du génocide fait que l'Arménie est un pays qui est amputé de plus des 2 tiers de son territoire historique. Et un exemple très marquant, en fait, de cette plaie, de cette blessure, c'est la capitale historique de l'Arménie, qui est la ville d'Ani, qu'on peut apercevoir à gauche de ce slide. Donc, la fameuse ville au milieu d'une église qui a été donc conquise au XIe siècle par les Turcs seldjoukides. Et donc, cette ville, ces ruines, parce qu'il ne reste plus que des ruines, se trouvent aujourd'hui en territoire turc. Donc, vous avez au milieu de cette photo la rivière Ahuran, où vous pouvez très bien voir la limite entre le territoire de l'Arménie actuelle à droite de la photo et à gauche la Turquie. Le 24 avril dernier, donc le 24 avril 2020, à l'occasion de la commémoration du génocide des Arméniens, c'est le jour d'anniversaire, on commémore le génocide, donc les habitants de la ville d'Ani, de la rive arménienne, ont décidé de planter un drapeau arménien géant pour que ça puisse être visible côté turc et même plus loin que ça. Je vous disais aussi pour le mont Ararat, le mont Ararat est inaccessible aux Arméniens directement puisque la frontière avec la Turquie, elle est fermée depuis 1993. La Turquie exerce un blocus sur l'Arménie actuelle en solidarité avec son pays, avec l'Azerbaïdjan turcophone qui est à l'ouest de l'Arménie, qui est un pays frère de la Turquie, qui est en guerre au sujet du contrôle du Karabakh. Et donc tout ça fait que l'Arménie est un pays très marqué par la géopolitique qui souffre donc de ce voisinage hostile et qui, si vous voulez, pose un problème, un défi pour son développement socio-économique. Alors, on va passer à l'autre slide si c'est possible. Pour compenser la frustration de la perte de la Grande Arménie, les Arméniens se consolent avec des cartes. Donc, quand vous allez en Arménie, vous verrez beaucoup de cartes qui indiquent l'Arménie actuelle, mais aussi l'Arménie antique. Et donc, les Arméniens ont eu quand même, à l'Antiquité, ont une période assez glorieuse, au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Tigrane II. Tigrane II le Grand, qui est le plus grand souverain en fait arménien de l'histoire, qui donc avait réussi à établir sa souveraineté du Caucase jusqu'à la mer Méditerranée. Donc pendant à peu près 50 ans, il avait combattu les Romains, il s'était allié aux Parthes et puis finalement il a été vaincu par le général Pompée. Et donc Tigrane évoque dans l'imaginaire national arménien donc vraiment un dirigeant d'une ampleur exceptionnelle. Alors, pour compenser aussi son étroitesse géographique, les Arméniens exaltent aussi leurs grands héros nationaux. Donc, des écrivains comme le poète Yeri Shecharens, qu'on peut voir sur cette coupure de Militram arménien, de la Banque d'Arménie, mais aussi d'autres poètes comme Bahlul Sevak, qu'on voit en bas à gauche, Ovanes Shiraz et Kostan Zaryan, qui sont des grands voix de la littérature arménienne du XXe siècle, sont
vénérés. Les Arméniens exaltes d'Arménie sont aussi reconnus depuis l'époque soviétique, mais dans le monde entier comme des grands champions d'échecs. C'est le cas de Tigran Petrosyan, qu'on le voit donc en bas de cette photo à droite, qui est un champion soviétique international. Aujourd'hui, c'est le cas de Levonian, qui est aussi un grand champion d'échecs. Donc, les Arméniens sont un peuple aussi marqué par les échecs. Et ça, je vous le dis, c'est pas innocent. Ça aussi fait que ça fait partie de l'ADN en fait des Arméniens, qui sont plutôt bons pour les sports comme les échecs ou les sports individuels, les sports qui invite donc à une réflexion stratégique. Alors, on passe au prochain slide, s'il vous plaît. Donc, voilà. Les Arméniens aussi, c'est un peuple qui a refusé de disparaître, malgré le génocide qui a décimé plus des 2 tiers de sa population. Là, un des symboles de ce refus de disparaître, c'est le monument qu'on voit sur cette photo, le monument de la bataille, qui commémore la bataille de Sardarapate, une bataille qui a eu lieu en 1918 aux portes d'Erevan, dans la plaine de l'Ararat, où les rescapés du génocide et les Arméniens donc, du Caucase, qui s'étaient regroupés dans un petit territoire de 10 000 km² dans des conditions chaotiques, avaient réussi à faire barrage à une offensive de l'armée turque qui avait pour but d'écraser ce qui restait en fait d'Arménie dans le cadre de la politique à l'époque de panturganisme, de panturquisme. Et donc, Sardarabad incarne, si vous voulez, la résistance, la résilience du peuple arménien qui a réussi à stopper, à freiner cette offensive, cette menace existentielle de la Turquie. Refuser de disparaître, ça implique aussi garder sa langue. Et ce qui fait la marque de l'identité arménienne, c'est aussi sa langue. La langue arménienne est une langue donc, qui est indo-européenne et qui a son propre rameau et qui a aussi son propre alphabet. Donc, on peut parler aussi un petit peu d'exception culturelle, entre guillemets, puisque la langue arménienne donc, est une langue, en fait, où les Arméniens sont très attachés. L'alphabet arménien, qui est un alphabet propre, qui n'est pas cyrillique et qui n'est pas latin, fait partie donc de l'ADN national. L'Arménie a aussi été menacée en quelque sorte par 70 ans de soviétisme, puisque c'est le cas du donc le prochain slide. Je crois que voilà. Puisque pendant de 1920 jusqu'à 1990-91, l'Arménie faisait partie de l'URSS. Donc ça implique que son peuple a été moulé par l'idéologie communiste, qui a laissé forcément des traces. Ces traces, on peut les voir à l'œil. On peut les voir dans l'architecture, par exemple, des villes. Donc l'architecture soviétique, on peut les voir dans la mentalité homo soviéticus, dans la bureaucratie, la débrouillardise aussi. On peut le voir aussi dans certains reculs de la pratique de la foi chrétienne, mais aussi donc dans les monuments. Ces monuments, donc un monument assez connu, je ne sais pas si on voit bien à gauche, donc la statue de Staline, qui a été déboulonnée dans les années 50 et qu'on a remplacée, donc qui se trouve à Erevan, par une autre statue qui s'appelle la statue de la mère Arménie. Et donc, même si cette statue donc, évoque un imaginaire patriotique, national, on peut reconnaître la marque de fabrique soviétique, étant donné que voilà, cette dimension un peu martiale. C'est le monument en fait, qui commémore le patriotisme et qui en fait, trône au-dessus d'une colline. On peut voir tout Yerevan, toute la capitale. Donc, si possible, voilà, on arrive à une période charnière. Je vais vous parler de l'année 1988. On saute à grande enjambée l'histoire pour arriver donc à ce moment vraiment crucial de l'histoire contemporaine qui est marqué par, disons, 3 événements majeurs. Le premier, c'est un mouvement patriotique, un mouvement de masse qui réclame le rattachement d'une région, une petite région qui s'appelle le Karabakh, qui se situe donc, qui avait été arrachée par Staline à l'Arménie pour le donner à l'Azerbaïdjan en 1921. À l'époque, l'Azerbaïdjan est un pays qui produisait déjà beaucoup de pétrole et Staline avait intérêt à gagner l'amitié des peuples turcophones de l'Empire soviétique et aussi l'amitié par ricochet de la Turquie kémaliste. Donc les Arméniens n'ont jamais supporté cette amputation. Et en 88, à l'heure du dégel de la perestroïka sous Gorbatchev, c'est l'occasion de réclamer ce rattachement. Ce rattachement va se faire ce mouvement populaire va déboucher sur la guerre du Karabakh qu'on peut voir à gauche. Des pogroms ont lieu en Azerbaïdjan, des massacres ont lieu des massacres d'Arméniens dans les grandes villes d'Azerbaïdjan. Et en décembre 88, tout le nord-est de l'Arménie est frappé par un tremblement de terre d'une amplitude gravissime.
qui fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de sans-abri, et qui donc dévaste toute la région. Donc l'Arménie aussi, en 88, ouvre les portes pour la première fois à l'aide internationale. Et c'est l'occasion pour beaucoup d'Arméniens de la diaspora de découvrir ce pays, puisqu'ils étaient coupés de ce pays par le rideau de fer et aussi par tout ce décalage. L'Arménie est une vieille nation, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais c'est un pays jeune, une démocratie, donc adolescente, qui n'est pas une démocratie parfaite, un pays qui a été marqué donc, par le post-soviétisme. Quand on entend post-soviétisme, on pense à népotisme, à corruption, oligarques, absence de justice sociale, tout ça faisait le quotidien des Arméniens. Tout cela fait que l'Arménie aussi, dans des conditions très difficiles, s'est dépeuplée à partir des années 90. Beaucoup d'Arméniens ont tenté leur chance en Russie, aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de départs. Et donc, en 2018, il y a 2 ans, l'Arménie a vécu une révolution pacifique qui a été impulsée par un ancien journaliste, un député de l'opposition, Nicole Pachinian, qu'on peut voir sur 2 photos, en haut à droite et en haut à gauche, qui a conduit cette révolution pacifique, dite révolution de velours, avec succès, en générant en fait toutes les énergies de la jeunesse qui étaient fatigués, qui n'en pouvaient plus de ce système politique arbitraire. Et donc, Pachinian a réussi son pari puisqu'il a été élu Premier ministre par voie constitutionnelle et a permis à ce que l'Arménie donc s'inscrive dans une transition, l'Arménie constitue une sorte de laboratoire en fait du post-soviétisme qu'on ne peut pas observer ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de comparaison avec l'expérience qu'a eu par exemple la Géorgie voisine plutôt ou même l'Ukraine. C'est pas le cas puisque l'Arménie reste un pays géopolitiquement donc dans l'orbite de la Russie. C'est un pays qui a la nouvelle Arménie, telle que Pachinian essaye de prôner, est un pays qui a un visage jeune, tourné vers l'avenir, ouvert à la mondialisation, surtout au high-tech, puisque l'Arménie est un petit Israël dans la mesure où le gouvernement arménien essaye de faire de l'Arménie une sorte de start-up nation, pardon pour cet anglicisme, puisque la jeunesse arménienne excelle dans les technologies de l'information et de la communication, dans le high-tech. L'exemple le plus probant, c'est le centre TUMO pour les technologies créatrices, qui est un modèle en fait, tout à fait novateur qui a été même exporté dans la ville de Paris. Donc, tout cela fait que l'Arménie est confiante dans son avenir, mais, et ça c'est l'objet du prochain slide, cette vitrine séduisante ne doit pas néanmoins cacher les problèmes structurels qui persistent dans un pays où encore 30%, un tiers de la population, vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, une des problèmes dont fait face l'Arménie et des défis, c'est son dépeuplement. C'est bien entendu le problème socio-économique, la justice sociale, et puis bon, l'immigration massive. Là, vous avez la ville de Gyumri, donc la ville dévastée par le tremblement de terre de 88, où il y a encore plus de 7000 sans-abri qui sont logés dans des habitations de fortune, dans des taudis. Donc tout ça fait que l'Arménie doit aussi se battre pour que le Karabakh puisse vivre en paix. Et donc tout cela obère un peu son développement et doit faire face aussi à une dépendance accrue vis-à-vis du grand frère russe, puisque c'est de Russie où l'Arménie se procure donc du gaz pour son approvisionnement énergétique, mais aussi des armes pour pouvoir continuer à défendre ses frontières au Karabakh. C'est l'armée russe qui est toujours en poste, donc qui est déployée, il y a une base russe en Arménie, le long de la frontière avec la Turquie et aussi avec l'Iran, ce qui fait qu'on a une relation de plus en plus asymétrique vis-à-vis du grand frère russe, qui peut constituer un défi à l'avenir. Donc voilà, je vous ai fait un petit, vraiment, mais un panorama très succinct des défis géopolitique qui se pose à l'Arménie. Maintenant, je vais vous parler de la spiritualité. L'Arménie est, comme dirait de l'expression je l'emprunte à Jean-Pierre Mahé, un grand historien français, philologue spécialiste de l'Arménie, l'Arménie est une église-nation. Ce n'est pas un État-nation, c'est une église-nation. Et on le comprend très bien quand on voit la trajectoire de l'histoire de l'Église et la rencontre entre ce pays et le Christ, et comment, à partir de 301, l'identité nationale, l'identité chrétienne forment une sorte d'osmose. Alors, quelques photos pour illustrer mon propos. Vous allez voir en haut à gauche le moine stratège Mesrop Mashtots, inventeur de l'alphabet, qui est un saint vénéré, mais qui est un grand stratège aussi, parce que lui, il a compris une chose, c'est qu'en l'absence d'unité de langue arménienne codifiée, écrite, puisque les textes sacrés n'étaient pas accessibles en arménien, ils étaient accessibles en syriaque ou en grec. Donc, en l'absence d'alphabet arménien,
il pourrait pas continuer sa mission de pastorale, d'évangélisation, et aussi de forger une personnalité propre à la nation arménienne. Donc, il a réussi sa mission en créant cet alphabet, qui est aussi un alphabet sacré. Vous avez des figures historiques dans le patrimoine spirituel arménien, mystique, à l'instar de Grégoire de Narek, qu'on voit au centre de cette slide, né entre 945 et 951 et mort au début du XIe siècle, et qui est un grand poète, un grand compositeur, et qui a été reconnu par le Saint-Siège comme docteur de l'Église. Donc, Grégoire de Narek, on connaît surtout son livre, le livre des Lamentations, qui est donc un livre sacré, qui est vraiment vénéré par le peuple arménien, un livre qui a des vertus même médicales, qui est toujours présent dans l'imaginaire, dans la vie quotidienne des Arméniens. J'ai voulu mettre la photo d'un ancien catholicos, donc le chef spirituel de l'Église arménienne, Vasken Ier, donc de 56 à 94, parce qu'il a accompagné la transition du soviétisme à l'indépendance, et puis il est resté un symbole, une figure profondément respectée et vraiment vénéré par les Arméniens aujourd'hui, même si il est décédé en 94, ça reste une référence importante pour les croyants comme les non-croyants, puisque en Arménie, beaucoup de gens ne sont pas forcément croyants, mais ont un profond respect et considèrent l'Église nationale, l'Église apostolique, comme un refuge de l'identité nationale, puisque en l'absence d'État, vu que l'Arménie a perdu son indépendance très tôt, c'est l'Église nationale, l'Église apostolique, qui a été évangélisée par les apôtres Thaddée et Barthélemy, qui a joué le rôle de sanctuaire de l'identité. On va passer à l'autre slide pour parler des Rachkal. Donc, en Arménie, vous ne trouverez peut-être pas d'icônes, mais vous trouverez beaucoup de Rachkal qui sont des stèles en pierre, des pierres croix, littéralement. Rachkal veut dire pierre-croix. Tout le plateau arménien et l'Arménie actuelle en est parsemé, même si tout un effort de la part de la Turquie et l'Azerbaïdjan pour détruire ces traces d'identité arménienne. Et qui aussi fait partie, qui est un symbole très fort en fait, de l'identité arménienne, puisqu'en diaspora, vous trouverez dans beaucoup de communes où il y a une population arménienne, que ce soit en banlieue parisienne ou lyonnaise ou marseillaise, à chaque fois que vous vous approchez d'un monument mémoire du génocide, vous trouverez un Rachkal à côté. Je voulais vous parler aussi le statut de l'Église apostolique. L'Église arménienne apostolique, l'Église nationale, qui est une Église en fait indépendante, qui s'est séparée du tronc commun romano-byzantin en 451 sur un différend à propos de la nature divine du Christ. Je veux parler du monophysisme. Voilà. C'est-à-dire, c'est la nature, est-ce que Dieu Christ est vraiment homme ou vraiment Dieu, est-ce que c'est une nature distincte ou séparée. Cette Église arménienne est en train de revivre une sorte de renaissance depuis l'indépendance, mais il se trouve qu'elle a un statut encore un petit peu flou dans le pays, puisque la Constitution indique qu'elle a une mission particulière, une mission exceptionnelle même, je cite, dans la vie spirituelle du peuple arménien, qu'elle a un rôle dans le développement de la culture nationale et de la préservation de l'identité nationale, mais l'Arménie reste un État laïque, mais où il n'y a pas de concordat. Donc, c'est aussi un défi important, c'est de savoir si dans les années à venir, on pourra avoir un concordat qui va s'établir entre l'Église. Cela étant, l'enseignement de l'histoire de l'Église apostolique arménienne est obligatoire dans les classes de collège et de lycée. Et quand je dis histoire de l'Église apostolique, ça sous-entend aussi tout un catéchisme en fait, chrétien. Qui est donc suivi par les élèves arméniens. Vous avez à gauche cette photo, donc le catholicos actuel, le chef suprême de l'Église arménienne, Karakin II, qui siège à Etchmiadzin. Etchmiadzin, on voit ici à droite, qui est le Vatican arménien, qui signifie littéralement le lieu où le Christ est descendu, et qui est une petite ville qui se situe à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Et donc, c'est le catholicos de tous les Arméniens. Il a cette onction honorifique. Mais le fait est que l'histoire du peuple mouvementée du peuple arménien fait qu'aujourd'hui, nous avons deux têtes, deux catholicos. Un catholicos à Etchmiadzin, catholicos Karakin II, et un autre siège catholicosal au Liban, qui est en fait un héritage du dernier royaume arménien de Cilicie,
le Catholicos Aram qui siège au Liban et qui a une juridiction sur les communautés arméniennes du Moyen-Orient et en partie de l'Amérique du Nord. On va défiler quelques photos voilà, c'est une cérémonie. On va vous montrer sans faire de catalogue. Wikipédiesque de parler un petit peu de l'Église à travers ses principaux monastères. Vous pouvez voir dans le prochain slide le monastère de Khor Virap, donc la fosse de Virap. Cet endroit se situe au pied du mont Ararat. C'est un monastère très visité en Arménie, dans la mesure où c'est le lieu où le premier catholicos de l'Église arménienne, celui qui avait vraiment baptisé la nation arménienne, Grégoire l'Illuminateur, avait été jeté dans cette fosse où il est resté pendant plus de 13 ans. L'Arménie est très connue pour ses monastères. Là, vous avez le monastère de Sanaïn. On va voir celui de Geralt plus tard, voilà, donc, qui ne se trouve pas très loin d'Erevan. Celui de Ovanavank, le prochain. Non, ça c'est encore Geralt, oui. Voilà, c'est ça, Ovanavan. Donc, c'est des monastères qui sont relativement bien conservés et qui, la plupart, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai voulu vous montrer aussi le monastère de Sevan, d'Arpalt. Donc, j'ai voulu montrer aussi cette photo qui est une église arménienne en métal. Elle symbolise à mes yeux, en fait, la renaissance aussi, la fragilité du lien. C'est quelque chose d'assez paradoxal. En fait, la fragilité, la solidité du lien de ce peuple à son église, elle se situe sur une faille sismique. C'est une ville martyre, la ville de Spitak, qui veut dire la blanche en arménien, qui a été à peu près entièrement détruite par le tremblement de terre de 1988. Et les Arméniens ont reconstruit cette église en métal avec les moyens du bord pour symboliser leur attachement à leur foi. Alors, cette église fait face à plusieurs défis. Elle a beaucoup de défis même. Bon, même si en 2001, il y a eu En 2001 a été inaugurée cette cathédrale que vous voyez, la cathédrale Saint-Grégoire l'Illuminateur à Yerevan, parce qu'il n'y avait pas de cathédrale à Yerevan à cette époque, jusqu'à cette date, qui a été inaugurée donc dans le cadre du 1700e anniversaire du baptême de l'Arménie. Donc cette église, même si on assiste à un certain renouveau de la part de la jeunesse qui sont formés dans les séminaires, la part aussi des médias, puisque vous avez maintenant des médias qui relaient, qui font de la pastorale, la télévision, la radio, le séminaire de Timiazine que vous voyez ici. Cette église fait face à plusieurs défis, à commencer par la prolifération des sectes, qui est un phénomène assez commun aux anciennes républiques socialistes soviétiques, au premier rang desquels les témoins de Jéhovah. Là, vous avez ici une affiche de propagande d'une organisation nationaliste arménienne qui met en garde les passants, les citoyens sur les dangers des sectes et en particulier des témoins de Jéhovah, mais aussi les Mormons, qui prolifèrent dans ce pays. Et aussi, cette église, ici, il faut le dire aussi, tolère un peu du bout des doigts la présence d'autres églises arméniennes, puisqu'il n'y a pas que des apostoliques, il y a aussi à peu près 7% d'Arméniens catholiques qui sont uniates en quelque sorte, qui ont rejoint Rome au XVIIIe siècle, et qui sont tolérés, on va dire, avec certaines une tolérance un peu limitée, et aussi des protestants, des évangéliques, qui remontent, les protestants arméniens, il y en a depuis le 19e siècle, essentiellement. Donc 3 églises arméniennes, mais regroupées autour d'une église mère, l'église apostolique, dans laquelle le catholicos garde une certaine prédominance. Alors, vous avez sur cette photo une vue carte postale de Yerevan, la capitale, avec en toile de fond le mont Ararat. Yerevan est une ville qui centralise, si vous voulez, à peu près toutes les activités du pays, politique, culturelle, économique, et donc la principale artère, l'avenue Mashtot, l'ancienne avenue Lénine, où on peut observer tout au bout la statue de la mère Arménie. Erevan, c'est une ville aussi paradoxale dans le sens que, dans la mesure où c'est une des plus anciennes cités habitées au monde, plus de 2800 ans. L'ancien nom d'Erevan, c'est Erebouni, qui était capitale, qui était une ville importante de l'ancien royaume ourartéen. Et c'est une ville moderne dans la mesure où il n'existe pratiquement pas de centre historique, comme on peut observer à Tbilissi, par exemple. Le vieux Yerevan n'existe presque plus, mais on peut retrouver quelques
quelques vieilles églises, quelques vieilles maisons, mais ce centre-ville a été complètement remodelé dans les années 1930 sous l'impulsion d'un urbaniste, un architecte, et ça on va voir sa statue un peu plus tard. Donc voilà, Monsieur Tamanian, Alexandre Tamanian, qui est en fait le père d'Erevan, c'est lui qui a complètement remodelé cette ville. Là, vous avez ici la place Charles Aznavour et le fameux cinéma Moscou, qui est aussi un haut lieu de la vie culturelle d'Erevan, dans le centre-ville. On peut goûter aussi l'été les fontaines d'eau fraîche qui sont donc à la disposition des passants. Et là, vous avez la place des cascades, juste un petit peu avant. Donc, ces cascades qui sont un centre culturel sur de nombreux étages, qui est très apprécié par les habitants d'Erevan, où on peut jouir d'une vue absolument fabuleuse sur la ville et le mont Ararat. À droite de cette photo, vous reconnaîtrez, enfin peut-être pas, mais la statue de Mesrop Mashtos, donc l'inventeur de l'alphabet et son disciple Goryun. Et donc, vous vous trouvez là dans le Matenadaran, qui est en fait la maison des manuscrits, qui est la BNF arménienne, mais c'est là où surtout où sont centralisés des milliers de manuscrits d'une valeur inestimable, qui sont restaurés. Il y a un institut de recherche et c'est un haut lieu en fait, de la vie intellectuelle du pays. En bas à droite, voilà. Et là, ici, vous êtes devant la statue, le mémorial du génocide des Arméniens. Ce mémorial, en fait, a été construit en 1967 au sommet de la colline de Tsitsenakapel, qui veut dire le fort des hirondelles. Cette construction est l'aboutissement en fait de plusieurs années de combat, puisque les Arméniens, en 1965, à l'occasion du 50e anniversaire du génocide, il y a eu une manifestation historique en Arménie soviétique à Erevan, vraiment historique, puisque plus d'1 million de personnes étaient descendues dans la rue pour réclamer non pas la reconnaissance du génocide, mais la justice. C'est important parce que cette revendication, elle a un petit peu évolué. La justice, les réparations, les terres. Et donc, pour calmer, pour contenir cette colère populaire, cette ferveur nationaliste, les autorités soviétiques de l'époque avaient accepté de mettre un peu d'eau dans leur vin marxiste et donc d'ériger ce monument qui est en fait un monument de toute beauté qui contient aujourd'hui un musée et un centre de recherche aussi sur les génocides. Donc, Erevan est une ville où où l'Orient cohabite avec l'Occident. Vous pouvez trouver, donc on voit dans la photo précédente, le bâtiment très soviétique avec le linge là c'est le quartier de Bangladesh, c'est le quartier dans la périphérie de la ville. Vous avez une image très typique d'Erevan avec le linge qui sèche, mais vous pouvez trouver au hasard de quelques vieux quartiers comme le quartier Le Gond, là, que vous voyez ici, qui est un quartier qui est excentré mais qui en fait recèle qui est un quartier très connu pour ses vieilles rues, ses vieilles maisons, mais qui n'est pas forcément le centre historique de la ville, mais qui rappelle aux passants qu'Erevan est une ville ancienne. Et puis les ruines d'Erebuni, je les ai montrées très rapidement. C'est les ruines de la ville d'Erebuni, donc l'ancienne capitale du royaume d'Urartu. Alors, si vous le voulez bien, là, on va passer à l'itinéraire que je voulais vous proposer, qui n'est pas forcément un itinéraire classique. J'aurais pu vous proposer cette balade autour du lac de Sévan. Le lac Sévan, qui est le plus grand réservoir d'eau douce de la région, qui est un lac de montagne très important. Il fait à peu près 3 fois le lac Léman. Cette espèce de mer arménienne, en fait, entre guillemets. Non plus. Non, je pense que c'est pas forcément. Si ça vaut la peine d'y aller, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Non, je vais vous parler d'un voyage qui va commencer d'Erevan, la capitale, et qui va vous conduire jusqu'à l'extrême sud de l'Arménie, la frontière avec l'Iran. Je veux parler de la ville de Megri. Au hasard donc sur la route de Megri, nous ferons une halte, un détour par le Karabakh. Donc voilà le genre de paysage qu'on peut observer en quittant Erevan. On longe la plaine de l'Ararat, qu'on peut apercevoir ici en fin de journée sur la route du sud. Et donc la première étape de ce voyage, c'est la ville d'Arini. Arini, qui est un haut lieu de production de vin. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'Arménie et la Géorgie se disputent le lieu de naissance du vin. Voilà, depuis Noé. Donc c'est un village montagneux, aussi biblique que préhistorique, puisque là-bas, on a trouvé une grotte, une saillie dans la montagne qui domine la région. Et c'est là qu'en 2007, une équipe d'archéologues arméniens britanniques ont découvert donc, dans 3 chambres des jarres remplies de pépins de raisin datant de 6000 ans. On va revenir en arrière si c'est possible. Donc, il y a des fouilles qui ont eu lieu.
Et on a trouvé une cuve de fermentation, des sarments de vigne desséchés, qui laissent supposer que c'est là où le premier vin de l'humanité aurait été confectionné. Donc, selon la jeunesse, ça peut se tenir, puisqu'on est à une dizaine de kilomètres du mont Ararat. Donc, c'est là où l'arche aurait échoué. Et c'est selon les historiens que les premiers vignerons de l'humanité, ce seraient des Ourites, donc c'est le nom de ces habitants, de cette région, la Transcaucasie. C'est là que le vin aurait été produit donc, dans l'Antiquité. L'Arménie n'a pas vraiment une tradition viticole, c'est quelque chose de plus récent, puisqu'à l'époque soviétique, c'est plutôt la Géorgie qui avait été qui centralisait la production de vin, mais depuis des années 2000, donc, on connaît un boom de la production vinicole. C'est un vin d'altitude, très fruité, dont on cuisine même les feuilles de vigne servent à faire des farces de viande, ce qu'on appelle les fameux dolmas. Sur toutes les belles tables du pays, vous en trouverez. Il existe une coopération avec les œnologues français qui apportent leur savoir-faire, ce qui fait que le vin arménien gagne de plus en plus est de plus en plus apprécié en fait, non seulement par le marché interne, mais qui est de plus en plus important à l'export. Il y a beaucoup plus de vins exportés. On va continuer donc vers Noravank, donc non loin d'Arini, se trouve un monastère qui s'appelle Noravank, qui signifie le nouveau monastère, qui est situé dans une gorge montagneuse et bâti sur un ancien temple païen, et qui est aussi un joyau culturel classé au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, donc c'est une étape incontournable en fait, sur la route du Sud, le monastère de Noravank qui a été rénové à 2 reprises au XXe siècle et qui date en fait, qui est une ancienne église du IXe siècle qui a été donc successivement reconstruite et qui était un centre important, un centre religieux et culturel très important puisqu'il était le lieu de résidence des évêques de toute cette région de l'Arménie. On va regarder quelques paysages aussi donc de cette région du Vayotsor, qui est une région du centre-sud de l'Arménie, pour que vous compreniez que l'Arménie, ça a beau être un pays de pierre, mais ce n'est pas que ça. C'est un pays, certes, il est très, très rocailleux, mais au printemps, vous pouvez avoir ce genre de paysage, donc à la fonte des neiges, absolument sublime, très verdoyant, qui fait que l'Arménie est une destination aussi très prisée par les trekkers, par les gens qui font de la haute montagne. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on se rend en Arménie. C'est pas uniquement pour faire du tourisme biblique, mais aussi ces paysages qui vous offrent donc cette occasion de faire du trekking. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est un observatoire qui date de 4200 ans avant Jésus-Christ. Un observatoire très ancien, un site mégalithique en fait, dans la région du Syunik, qui s'appelle Karahounch. Et donc toutes les pierres sont des monuments, sont des pierres en basalte. Et à l'époque, donc les gens dans l'Antiquité observaient les mouvements des astres et se servaient donc de ces pierres pour mesurer le temps. Donc on peut comparer ce site avec celui de Karnak, par exemple, en France. Certains astronomes pensent que ce monument aurait 6000 voire 8000 ans. Et donc, c'est aussi une étape indispensable, incontournable sur la route du Grand Sud. Donc là, on passe à la suite. On va aller à Goris, pardon. Voilà, Goris, qui est une ville très particulière aussi par son urbanisme, par son architecture, par les bâtiments troglodytes, les cheminées de fées, qu'on peut observer donc à gauche de cette photo, qui est une ville aussi qui était un centre de la résistance contre la soviétisation, qui est un haut lieu du nationalisme arménien. Donc, Goris, c'est une ville qui présente vraiment un goût particulier que vous trouverez donc aux portes du Karabakh. Même si elle a souffert de destruction lors de la guerre ayant opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan, donc la ville a été restaurée, a été reconstruite depuis. Et donc, ce qui attire tout de suite l'attention, c'est bien entendu les cheminées de fées du vieux Goris qu'on voit à l'arrière-plan, derrière l'église de Goris, et qui rappellent les paysages de Cappadoce. Donc, de nombreuses ouvertures montrent qu'elles ont été habitées. Jusqu'au 19e, même au début du 20e siècle, des gens y habitaient. Donc, il y avait un village troglodyte au-dessus, le vieux Goris, qui est maintenant abandonné. Alors, un peu plus loin, on va peut-être avancer dans le temps, je pense que ça part à toute allure, pour vous montrer un des monastères les plus connus, les plus visités d'Arménie, qui se trouve à côté de Goris, qui est le monastère de Tatev, haut lieu touristique, incontournable aussi, qui date du Xe siècle, et qui est un très grand centre intellectuel de l'Arménie, au XIVe et XVe siècle, où il y avait une université reconnue, des grands savants théologiens de l'époque ont travaillé,
C'est un édifice qui a été endommagé par plusieurs tremblements de terre, donc qui a été restauré, toujours en cours de restauration, mais qui est un haut lieu de pèlerinage pour les Arméniens. Et maintenant, on peut y accéder par un téléphérique absolument grandiose, le téléphérique de Tatev, qui a été inauguré donc en 2010 et qui était à l'époque le plus grand du monde. Je crois qu'il était inscrit dans le livre des records. Et donc, ce téléphérique donc, permet aux touristes, aux visiteurs donc, de contourner une route très, très compliquée d'accès, enfin une route en fait qui était peu aisée puisque le relief est très accidenté. C'était une piste assez médiocre, je dois le dire, sinueuse et pentue. Et donc, ce téléphérique permettra aux passants de contempler les paysages autour du monastère. Donc là, vous allez à Nan, vous aurez des ânes chargés sur la route de Tatev, voilà, c'est un paysage de l'Arménie rurale. Et donc, nous allons donc faire un détour par la République de l'Artsakh, donc le Karabakh. Je vous en ai parlé en introduction. Sur cette pancarte, il est écrit que l'Artsakh libre vous salue, vous souhaite la bienvenue. Vous avez le drapeau de l'Artsakh en haut de ce panneau, c'est le drapeau arménien, rouge, bleu, orange, avec une petite hachurée blanc qui marque la fracture qui sépare le Karabakh, l'Artsakh, de la mère patrie. Stepanakert, sa capitale, donc est une petite ville de moins de 100 000 80 000 habitants qui conserve des allures champêtres. Vous avez à gauche le Parlement, voilà, et puis a défilé le jour de l'indépendance. Donc, c'est une ville de campagne, donc la capitale, qui a beaucoup souffert aussi de la guerre, des bombardements, et qui a été en partie reconstruite après les années 90. Voilà, ici, le Parlement de la République d'Artsakh, et ici, le gouvernement, le siège du gouvernement de l'Artsakh. Les élections présidentielles ont eu lieu il y a 2 mois. C'est une vie, un petit État en fait, de 150 000 habitants, où il y a une vie démocratique, et qui essaye aussi, qui ressemble un peu à ces irréductibles Gaulois, irréductibles montagnards arméniens, qui se battent contre, non pas pour leur survie, mais juste pour leur droit à l'autodétermination, à vivre sur leur terre. Donc, vous avez ici sur slide ce monument qui est le symbole de l'Artsakh, qui s'appelle le monument de Papik Tatik, littéralement mamie, papy, ou grand-maman, grand-papa. Donc, qui est un monument qui se situe au port de Stepanakert, la capitale, et qui symbolise l'ancrage, l'enracinement en fait de ce peuple à sa terre. Puisque si vous faites attention, vous verrez que ces personnages n'ont pas de jambes, n'ont pas de pieds. Leurs pieds et leurs jambes sont ancrés dans la montagne. Ils font littéralement corps avec les montagnes du Karabakh, et ce qui marque donc l'attachement de ce peuple avec sa terre. Alors, prochain slide, je vous invite à visiter la ville de Chouchi, qui est la capitale culturelle de l'Arménie, qui a été particulièrement aussi endommagée par les bombardements azéris pendant la guerre. Donc ici, la cathédrale de Chouchi, une ville qui a été reconquise de haute lutte par les forces arméniennes en 92, et dont la cathédrale a été restaurée après la fin des combats. Et c'est aussi le siège du diocèse de l'église arménienne apostolique de l'Artsakh. Et là, je voulais vous parler de son primat, Monseigneur Barkev Martyrossian, qui est une figure vénérée au Karabakh, mais aussi en Arménie, dans le monde arménien, qui est un pasteur, au fait, qui a accompagné son peuple pendant toute la guerre, qui est un homme qui a accompagné, qui a joué un rôle très significatif dans la restructuration, la reconstruction d'une église qui avait été complètement décimée par le soviétisme, mais aussi, il faut le rappeler, par l'occupation azérie. Le Karabakh était une région autonome, mais où on n'avait pas le droit d'avoir des églises, alors qu'en Arménie, on pouvait encore entretenir dans certaines exceptions, mais à Yerevan, il y avait quand même des églises ouvertes au culte. Ce n'était absolument pas le cas au Karabakh. Pour l'anecdote, Monseigneur Barkev est un homme dont vraiment d'une stature intellectuelle et spirituelle vraiment de haut vol. C'est aussi une ceinture noire classée premier dan en karaté. Il est président d'honneur de la Fédération de karaté d'Arménie. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, d'articles, d'essais, et il joue un rôle très important dans la vie du peuple arménien de l'Artsakh. Vous avez donc ici plusieurs paysages de l'Artsakh qui rappellent un petit peu la Suisse, hein, très verdoyant l'Artsakh, beaucoup plus que l'Arménie, très verdoyant. Et là, nous allons voir le monastère de Kansassar, qui est le monastère le plus important du Karabakh, donc, qui date du XIIIe siècle, qui a aussi été restauré après les bombardements azéris. Selon la tradition populaire arménienne, le nom du monastère provient de celui de la montagne que les habitants appellent Kansassar. Donc Kans, ça veut dire trésor. Donc la racine kor et sal, montagne, la montagne du trésor. Autre monastère aussi très connu, le monastère de Dadivank, dans le nord du Karabakh, dans un site très boisé, construit entre le 9e et le 13e siècle.
L'église date de 1214. Et donc, c'est le monastère de Saint Tati, disciple de Saint Jude, donc l'apôtre qui diffusa, et de Thaddée, de Jude Thaddée, l'apôtre qui diffusa le christianisme dans l'est de l'Arménie durant le 1er siècle. Voilà, et ça c'est le monastère d'Amaras, fondé au IVe siècle. Et c'est là où Mesrop Mashtot, l'inventeur de l'alphabet, créa sa première école. Le lieu a été à plusieurs reprises détruit et reconstruit. Donc on va quitter le Karabakh avec ses grenades, qui est un fruit en fait qui produit en grande quantité dans le sud de l'Arménie, le sud du Karabakh, mais c'est aussi un fruit symbole, un symbole de l'identité arménienne. Les grenades sont très sucrées, sont très juteuses. Et donc, c'est vraiment un des symboles aussi forts de l'Arménie contemporaine. Et donc, retour en Arménie, cette fois-ci, donc on quitte le Karabakh et on peut regarder sur la route qui descend vers le sud, vers l'Iran, ce réservoir en haute montagne. Et là, la végétation est assez boisée, mais elle va se raréfier progressivement à mesure que l'on descend vers l'Iran. Et donc, on va arriver à la frontière entre l'Arménie et l'Iran, qui est traversée par la rivière Arax. Donc, à gauche de la photo, c'est l'Iran. À droite, c'est l'Arménie. On peut regarder de près, on peut regarder les barbelés. Et quand on regarde donc ce paysage, on est un petit peu, quand on est sur place, dans une ambiance un peu de fin de monde, de bout du monde, puisque Maigret est une ville très isolée, qui est très éloignée en fait de tout, qui est à 6 heures de voiture d'Erevan. Et donc, Maigret est une petite ville en fait qui est très particulière, qui a sa propre identité, qui est la ville la plus chaude d'Arménie, où poussent des agrumes, des kiwis, des oranges, des citrons qu'on trouve nulle part ailleurs, des grenades. C'est une ville aussi qui est très marquée par l'influence iranienne, comme on peut le voir dans l'église Sainte-Mère de Dieu, sous le Pasfadzadine. Donc on voit les fresques qui rappellent aussi les églises arméniennes d'Iran. L'Iran est juste à côté, et vous ne trouverez pas d'église de ce style dans le reste de l'Arménie. Donc, on sent la présence iranienne, on sent aussi cette torpeur, cette chaleur orientale qui peut faire défaut dans le reste de l'Arménie. Donc voilà, nous arrivons pratiquement à la fin. Donc on va se quitter sur ce pain arménien, le lavash, qui est donc cuit dans le four, le tonir, le four arménien, qui symbolise en fait ce pain, le sel, qui symbolise la bienvenue, l'hospitalité des Arméniens aux visiteurs étrangers. Essayer de donner le goût du pain, que l'Arménie demeure une terre vraiment préservée du tourisme de masse, mais une terre aussi de partage où il serait possible de développer, de faire en sorte que l'Arménie puisse conserver en fait son identité, sa culture et son ouverture. Alors, je voulais vous lire ce poème de Mandelstam, aussi de Mandelstam. Pourquoi? Parce que c'est un texte, aussi grand poète, aussi Mandelstam, soviétique, du début du XXe siècle, qui était mort au Goulag, qui a été tué par Staline, et qui avait fait ce voyage en 1930 en Arménie, qui l'a complètement bouleversé et métamorphosé. Et de ce voyage en Arménie, il a écrit de la poésie, mais il a écrit aussi un livre qui s'appelle Le voyage en Arménie, justement, qui est accessible en français. Je vous l'ai mis en bibliographie. Où donc Mandelstam déclare sa passion pour l'Arménie. Donc, je ne te reverrai plus, ciel myope d'Arménie, plus ne reverrai-je ébloui la tente nomade de l'Ararat, plus n'ouvrirai-je curieux aux rayons des auteurs potiers, le livre en creux de cette belle terre où s'initièrent les premiers mortels. Donc, Mandelstam, c'est une référence bibliographique incontournable pour les visiteurs curieux qui aiment donc ce genre de littérature, mais j'ai sélectionné 10 ouvrages, 10 livres pour plusieurs goûts, pour comprendre, appréhender l'âme arménienne. Alors, l'ouvrage spirituel, donc c'est celui de Krikor Bolodian, grand écrivain arménien contemporain qui vit en France, qui a écrit ce livre dans la collection Fils d'Abraham, qui est une collection vraiment très belle, donc spirituelle, où il raconte les us, les coutumes, les rites de l'Église arménienne, avec une rare érudition et esprit de synthèse. Donc, je me suis permis aussi de mettre mon livre qui a été réédité il y a 2 ans à l'occasion de la Révolution de velours, Arménie à l'ombre de la montagne sacrée, dans la collection, très belle collection, L'âme des peuples. Donc, qui n'est pas un guide de voyage, mais un décodeur qui permet en fait en moins de 200 pages, en 90 pages, décrypter ce qui fait
ce qui fait l'âme l'Arménie, donc des rencontres, son histoire, ses écrivains, et aussi un ouvrage ponctué de 3 entretiens avec des intellectuels, des historiens, des sociologues, qui nous racontent en fait ce qu'est l'Arménie aujourd'hui. Alors cet ouvrage va se compléter avec celui de Seda Mavian, Les Arméniens 100 ans après, donc dans une autre collection, qui est une collection très proche des peuples, des lignes de vie d'un peuple, qui est un ouvrage, on va dire, de facture journalistique. Vassili Grossman, grand écrivain soviétique dissident, avait fait aussi un voyage en Arménie plus tard, dans les années 50. Il en a tiré un récit qui s'appelle La paix soit avec vous, qui n'est peut-être pas de la même facture poétique que le livre d'Ossip Mandelstam, mais qui se complète aussi très bien. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est un regard non arménien aussi, un regard dépouillé de toute charge émotionnelle, de toute fibre émotionnelle. Je trouve que c'est important aussi qu'on ait accès à ces textes-là. Le bateau sur la montagne, en bas à gauche, donc, est un roman écrit par le grand écrivain Constanzarian, grand écrivain arménien de cosmopolite, puisque lui, il était né à Bakou, mais il a vécu beaucoup en Italie, aux États-Unis, en Espagne. C'est un très grand voyageur, mais qui a eu une expérience avec l'Arménie très forte. Il y a vécu aussi, il est mort. Et le bateau sur la montagne raconte un épisode qui se passe au début du XXe siècle, quand l'Arménie est indépendante pendant 2 ans, juste après le génocide. C'est l'histoire d'un capitaine de la arménien de la mer Noire qui veut faire venir un bateau de Géorgie sur le lac Sévan. Et on retrouve un peu la fibre d'André Malraux dans l'écriture de Constanzarian. C'est un très très beau roman qui raconte beaucoup, qui nous parle beaucoup de l'âme arménienne. Fragment d'Arménie, je ne sais plus s'il est encore accessible en librairie. C'est une anthologie de textes en prose de grands classiques de la littérature arménienne contemporaine et du XIXe siècle, qui ont été sélectionnés, choisis, présentés par Gérard Chalian, le grand géostratège, lui-même d'origine arménienne. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Et oui, il y a aussi Grégoire de Narek, le grand mystique, du Moyen-Âge, qui est un ouvrage pour un public averti. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère être resté dans les temps. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je cède la parole à Vianney. Ouais. Merci beaucoup Tigran pour cette magnifique promenade en Arménie. Maintenant, nous allons prendre une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre aux questions de nos amis voyageurs qui ont déjà posé de nombreuses questions. Voilà, preuve que votre aventure les a bien passionnés. Je vais vous repasser la parole, Tigran, tout de suite, et je prends les questions dans l'ordre qu'elles me sont arrivées. Nous avons une question de Bernard qui demande si l'Arménie souhaite entrer dans l'Europe. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'Arménie fait partie du partenariat oriental. L'Arménie est un pays qui n'a pas les moyens, on va dire, la souveraineté ou même la volonté ou la capacité de faire partie de la zone d'influence européenne. L'Arménie fait partie de la sphère d'influence russe et toute ouverture vers l'Europe serait rédhibitoire pour sa sécurité nationale. Cela étant, l'Arménie est un pays europhile, un pays qui a d'excellentes relations avec l'Europe dans le cadre du partenariat oriental. Nous avons une question de Ariane qui demande est-ce que l'histoire de l'Arménie garde trace de tremblements de terre déjà dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge? Déjà, le relief arménien, vous trouverez beaucoup de failles, beaucoup par exemple, dans le nord d'Erevan. La ville d'Erevan aussi présente un relief très accidenté, beaucoup de gorges. Et tout cela, en fait, il y a aussi, ça évoque dans l'imaginaire arménien une sorte de géologie de la brisure. Quand on lit aussi les récits du génocide arménien, dans quelle mesure certains Arméniens ont été aussi massacrés, exterminés, jetés dans ces gorges, tout cela évoque un imaginaire non pas sismographique, mais aussi traumatisant. Puisque le tremblement de terre de 1988, quand il s'est produit en 88, beaucoup d'Arméniens pensaient que c'était pas l'œuvre de la nature, mais un complot turc pour exterminer la nation arménienne. Donc je pense qu'on peut faire aussi un lien entre géologie et traumatisme historique. Nous avons une question de Georges qui demande comment se finance l'Église arménienne. L'Église arménienne, en fait, est une structure indépendante de l'État, mais beaucoup d'oligarques, beaucoup de bienfaiteurs, en fait, pour se racheter une bonne conscience, construisent des églises. Donc, il y a quand même une relation assez proche entre le haut clergé et une certaine élite économique arménienne,
au niveau arménien, mais aussi au niveau mondial, puisque c'est l'église de tous les Arméniens. C'est pas que l'église des habitants de l'Arménie, c'est l'église de la diaspora aussi. Donc, il y a une vraie ferveur là par la diaspora pour soutenir les programmes de l'église et permettre à cette église d'exister, de continuer à grandir. Nous avons une question de Ariane à nouveau qui demande quelle est la période historique la plus florissante et la plus marquante de votre pays, la mieux transmise dans les mémoires? Difficile à répondre, mais on peut penser à certaines séquences. Donc, je disais la création de l'alphabet, la période, en fait, le siècle qui va du baptême de l'Arménie, donc 301, jusqu'au Concile de Chalcédoine 451, où là, en fait, toutes les étapes qui cimentent l'identité nationale sont là, en fait, hein. Voilà, l'adoption de chrétienté, la traduction de la Bible, la création de l'alphabet. Et puis après, vous avez une période florissante au Moyen-Âge, c'est donc l'époque cilicienne, où l'Arménie au contact de l'Occident, des croisés, mais pas que. L'Arménie va survivre aussi en scellant une alliance avec les Mongols. Donc, va pouvoir, pendant 2 siècles, on va avoir un État où il y aura un vrai rayonnement culturel, où ça va donner lieu à ce qu'on appelle l'école des enluminatures, donc les fameux dorures des manuscrits, qui est aussi un repère important dans l'espace temporel. Troisième séquence que je retiens comme ça de mémoire, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. C'est ce qu'on appelle le fameux réveil identitaire arménien, le Zartonk, réveil culturel concomitant au réveil des peuples dans le reste de l'Europe, où toute une intelligentsia va créer un nouvel arménien, l'arménien moderne, à partir de l'arménien classique, et toute une littérature parce que j'ai oublié de le mentionner, l'arménien, il existe 2 variantes de l'arménien moderne. L'arménien oriental parlant d'Arménie actuelle, l'arménien occidental parlé par les communautés de la diaspora. Il y a une intercompréhension, mais ce n'est pas la même langue tout à fait, ce n'est pas la même phonétique et ce n'est pas la même littérature. Mais il n'empêche qu'il existe une très importante littérature qui remonte à cette époque, donc le réveil du 19e siècle. Nous avons 2 questions de Maritza qui demande, premièrement, quelle est la source des 2 premières cartes? Il y a un petit problème de visibilité, je crois, donc je vous prie de nous excuser. En effet, aussi, on a affiché un PowerPoint et non pas un PDF. On a un petit problème juste avant le démarrage, donc je vous prie de nous excuser pour les quelques données que vous voyez à l'écran qui n'auraient pas dû apparaître. Voilà, donc Maritza demandait la source des 2 premières cartes, Tigrane. Presse écrite et puis un site internet d'activistes arméniens qui défendent en fait l'identité arménienne occidentale. Il se trouve qu'il y a des militants diaspora qui revendiquent aussi l'héritage de cette Arménie occidentale, qui sont les 2/3 de l'Arménie qui ont été rayés de la carte, qui n'existe plus. Quand on parle de génocide, beaucoup de gens mettent l'accent sur le devoir de mémoire, et puis d'autres veulent des réparations, puisque l'Arménie n'a jamais été réparée pour le crime imprescriptible qu'elle a subi au début du XXe siècle. Et juste une petite parenthèse, quand on parle de génocide, c'est toujours important aussi de mentionner le martyre des Assyro-Chaldéens et des Grecs pontiques et des Yézidis, puisqu'on ne parle jamais assez d'eux. Ils ont été exterminés ensemble, ils ont vécu ensemble, et c'est rendre hommage aussi à nos frères Assyro-Chaldéens, Grecs pontiques, que de rappeler aussi leur souffrance. Voilà, la deuxième question de Maritza était: les Khatchkars sont-ils inscrits à l'UNESCO? Oui. Très bien. Nous avons une question de Georges qui demande comment se finance l'Église arménienne. J'ai déjà répondu, je pense. Pardon, je vous prie de m'excuser, oui, pardon. En effet, la question de Noël qui était juste après, pardon, qu'est-ce que le catholicos, chef religieux? Alors, le catholicos, c'est l'équivalent du pape arménien. Je n'ai pas pu développer tout à l'heure, mais il faut savoir que l'Église arménienne est une église autocéphale, c'est-à-dire qu'elle a sa propre tête. C'est une église orthodoxe orientale qu'on ne peut pas comparer à l'église orthodoxe en Russie ou en Roumanie, qui a sa propre doctrine, sa propre foi, qu'on peut en fait rassembler dans une famille, la famille des églises orthodoxes orientales qui ont refusé le concile de Chalcédoine de 451, donc qui partagent le même dogme, et ne sont pas très nombreuses. C'est l'église arménienne, c'est l'église copte d'Égypte, qui a aussi son pape, qui est une église sœur, c'est l'église syro-malimbar dans les Indes, et l'église copte éthiopienne, et l'église syriaque orthodoxe, qui a son siège à Damas. Une question d'Albéric qui demande si le Haut-Karabakh est ouvert aux visiteurs.
Oui, alors on vous demande un visa, mais c'est juste formel. Le visa, vous pouvez l'avoir à Yerevan, mais le Karabakh est grand ouvert aux visiteurs. C'est une destination qui commence à être de plus en plus courue. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des produits naturels extraordinaires, l'abricot, les fleurs, les plantes aromatiques de montagne. C'est un tourisme trekking, un tourisme culturel, mais aussi on peut faire des belles expériences gastronomiques. Donc, c'est un pays aussi qui commence à développer sa propre infrastructure hôtelière. Vous n'avez pas forcément de grandes difficultés à vous loger de façon décente, en tout cas, euh, conformément aux standards occidentaux. Jean-Pierre demande quels sont les points forts de l'économie aujourd'hui. Alors, l'agroalimentaire est assez développé en Arménie, ce qui fait que l'Arménie a pu échapper à la famine. L'Arménie est un pays donc, qui exporte des minerais, notamment pour l'Allemagne, mais c'est un pays qui n'a pas de ressources, on va dire, voilà, en énergie, pas d'uranium, pas de pétrole, pas de gaz. Et ça, c'est vraiment un handicap pour son développement. L'Arménie, donc, ses ressources principales, voilà, c'est l'agroalimentaire, c'est le high-tech, le tourisme. Le tourisme constitue à peu près un petit tiers du PIB. Et l'Arménie qui fait face aussi à beaucoup de dépenses, donc, pour garantir donc, sa sécurité, dépenses en armement. Donc, vu qu'il y a ce problème avec l'Azerbaïdjan au sujet du contrôle du Karabakh. Et Jean-Pierre demande également quelle était la part de la diaspora aujourd'hui. La part de la diaspora, proportionnellement, enfin en population, Ouais. vous avez un peu moins de 3 millions en Arménie, et à peu près le double, non, un peu moins du double, mais en diaspora. Principale communauté maintenant, c'est la Russie. Il y a plus d'Arméniens à Moscou qu'à Erevan. Beaucoup de communautés ont essaimé dans toute l'ex-URSS, de l'Ukraine à la Sibérie. Aux États-Unis aussi, à peu près 1 million d'Arméniens aux États-Unis. La France est la première communauté arménienne d'Europe. On compte à peu près 350 à 500 000 Français d'origine arménienne, donc parmi lesquels des Arméniens qui sont là depuis le génocide, d'autres qui sont arrivés par vagues successives avec des crises au Moyen-Orient, la guerre du Liban, la révolution en Iran, la guerre de Syrie et la diaspora d'Arménie, puisqu'une importante immigration aussi a lieu en France depuis les années 90. Martine demande rapidement quelle est la meilleure saison pour visiter l'Arménie. Je dirais le printemps et l'automne. Le printemps parce que oui, les paysages sont sublimes. L'automne parce que c'est vraiment l'été indien, il fait encore chaud. L'été, c'est sec. Le climat arménien est un climat continental, donc des hivers froids, rigoureux, secs, avec beaucoup de neige, et des étés torrides. Mais bon, après, supportable puisqu'il y a voilà, c'est un climat de montagne, c'est de la montagne, c'est la haute montagne, quoi. Mais oui, l'automne et le printemps sont d'excellentes saisons. Nous avons un spectateur anonyme qui gentiment nous signale la chose suivante. Sur KTO TV, l'émission Les mots de la foi en 2018 consacrée à Grégoire de Narek avec Jean-Pierre Mahé est visible sur Internet. Voilà, pour ceux qui veulent. Jean-Pierre Mahé, que j'ai cité en bibliographie, j'ai oublié de citer son livre, enfin en tout cas il est dans la bibliographie, et qui est en fait une vraie référence, un peu ardue, mais il a écrit d'autres ouvrages de vulgarisation. Donc si vous tapez son nom, vous trouverez d'autres livres, d'autres résultats qui sont très accessibles. Et puis donc, encore une fois, c'est à lui qu'on doit l'expression Église-nation pour parler du peuple arménien, la nation arménienne. Michel demande s'il y a une communauté juive en Arménie. Quelques centaines. Mais il y a une histoire avec les Juifs aussi qui est très ancienne. Depuis Tigrane II le Grand, depuis l'empereur Tigrane II le Grand, il y avait des communautés juives qui s'étaient installées à sa cour. Donc on pense que ça remonte à cette époque aussi, les relations avec les peuples juifs. Et puis les Arméniens sont présents à Jérusalem, et ça il faut aussi le dire. Depuis le 7e siècle, l'Arménie est présente à Jérusalem, qui est un haut lieu de pèlerinage pour tous les Arméniens. Et Jérusalem, le vieux Jérusalem conserve un quartier arménien. Henri demande quel avenir comme État pour le Karabakh qui n'est reconnu que par l'Arménie. C'est plus compliqué que ça en fait. L'Arménie ne reconnaît pas officiellement le Karabakh pour ne pas entraver les travaux du groupe de Minsk, donc les groupes de contact composés de la France, des États-Unis et de la Russie qui sont chargés en fait de trouver une solution politique au conflit. Le Karabakh reste un pays excessivement dépendant de l'Arménie. Économiquement, déjà parce qu'il est doublement enclavé, parce qu'il n'a pas de frontière ouverte avec l'Iran, donc il dépend de l'Arménie qui elle-même est enclavée, parce que l'Arménie n'a pas d'accès à la mer. L'Arménie n'a qu'une frontière ouverte avec la Géorgie au nord et avec l'Iran au sud. Donc, ce qui fait que les Russes restent quand même des acteurs, des arbitres
très important dans le dossier du conflit. Mais les Karabartis, les habitants du Karabakh, sont des peuples irréductibles. C'est très difficile de négocier avec eux. C'est des gens qui sont farouchement campés sur leur position. Et même pour les Arméniens d'Arménie, la diplomatie arménienne, c'est difficile de négocier avec eux. Mais cela étant, l'Arménie accorde son soutien total parce que le Karabakh, c'est l'Arménie dans l'esprit des Arméniens. C'est une cause sacrée, une cause qui fait consensus. Annie qui nous demande combien de langues un lycéen parle-t-il aujourd'hui? Alors, les langues obligatoires en Arménie sont au nombre de mémoire 4. L'Arménien apprend 3 alphabets. Les élèves arméniens de primaire apprennent 3 alphabets. Ils apprennent l'alphabet arménien, après ils apprennent l'alphabet cyrillique, parce que le russe reste une langue obligatoire, et puis l'alphabet latin, puisque l'anglais est une langue aussi obligatoire. Or, il y a aussi une tradition de français, puisque rien qu'à Erevan, vous avez 5 ou 6 établissements arméniens publics qui proposent le français en deuxième langue. Il y a aussi, à Erevan, abrite un lycée, enfin une école, un collège français, le collège Anatole France, donc qui est le seul établissement scolaire du Caucase et l'unique université française de toute l'ex-URSS, l'université française d'Arménie, l'UFAR, qui est un joyau de la francophonie dans le monde, qui appartient au réseau des universités francophones, au même titre que l'université française de Beyrouth, Saint-Joseph. Et donc, tout ça pour vous dire que l'Arménie est un pays qui est aussi un membre actif de l'OIF, je l'ai dit en introduction, et qui se projette dans l'OIF comme aussi un moyen de sortir de l'étreinte qui la lie à la Russie, même si, bien entendu, géopolitiquement, ce n'est pas comparable, mais c'est une ouverture aussi, c'est un forum diplomatique dans lequel d'autres contacts se lient avec des pays avec lesquels l'Arménie n'a pas de relation diplomatique. Moi, j'étais à Erevan lors du sommet de la francophonie. C'était émouvant de voir des Rwandais rescapés du génocide de 1994 se recueillir dans le génocide des Arméniens et d'évoquer une souffrance commune des Rwandais qui n'auraient pas eu l'occasion de visiter l'Arménie en dehors du cadre de la francophonie. Alors, je crois que vous avez répondu, Tigrane, mais est-ce que vous pouvez le confirmer, s'il vous plaît? Sylvie demande dans quel pays vit le plus grand nombre d'Arméniens? Je dirais la Russie. Vous avez dit la Russie, en effet. La Russie, oui, grosse communauté en Ukraine, États-Unis, Canada, France. France est la 3e communauté, en fait, après les États-Unis et la Russie. Il y a beaucoup d'Arméniens en Argentine aussi, une grosse communauté arménienne. Historiquement, la diaspora, elle s'est constituée au Moyen-Orient, mais les crises consécutives font que le cœur névralgique, le cœur identitaire, culturel, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, un petit peu, font que il y a de moins en moins d'Arméniens là-bas, alors que c'est là que bat le poumon de la diaspora, puisque c'est là où la langue est restée, où les traditions ont été préservées. Nous avons 2 questions de Michel Antoine. La première, c'est les textes liturgiques ont-ils leur source dans le texte grec ou syriaque? Les deux, en fait. Mais donc ça a été, bon, je suis pas très compétent pour répondre à cette question, mais là, il y a beaucoup de textes qui ont été traduits directement en fait du grec et du syriaque. Et Michel Antoine demande toujours s'il y a une église arménienne à Paris. Vous avez la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste qui se situe à rue Jean Goujon, donc à côté des Champs-Élysées, qui a été construite en 1908, inaugurée donc avant le génocide par un richissime bienfaiteur arménien de Bakou, donc caucasien. Donc c'était à l'époque pour cette petite communauté de magnats du pétrole arménien qui séjournaient à Paris. Et puis le fait est qu'après le génocide, c'est devenu la seule église de Paris. Mais la communauté arménienne de la région Île-de-France est essentiellement concentrée donc à Alfortville dans le Val-de-Marne, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, à Arnouville. Vous trouverez à peu près 10 lieux de culte, 10 églises arméniennes, toutes confondues, apostoliques et catholiques, évangéliques, dans Paris et la région parisienne. Nous allons prendre encore 3 questions rapides avant de conclure. Jean-Michel demande si le pape a rencontré le Catholicos. Oui, le pape l'a rencontré, mais c'était à Rome. Par contre, le pape, oui, le pape François a fait une visite très remarquée en 2000, je dis pas de bêtises, 2015, donc en Arménie. Vous me corrigerez, je ne me rappelle plus la date précise, mais c'était une visite très très marquée, une vraie ferveur. Il avait été vraiment accueilli avec beaucoup de chaleur, alors qu'on pense que parce que c'est des orthodoxes, non, c'est pas le cas. L'Église arménienne apostolique est très ouverte au pape. Pourquoi? Parce que le pape aussi est très arménophile, il est argentin, il connaît bien les Arméniens d'Argentine, il était très proche de l'évêque arménien de Buenos Aires. Et puis surtout, dans les années 90, donc sous l'impulsion de l'ancien catholicos Karakine Ier, tous les différents possibles doctrinaires avaient été mis à plat. C'est-à-dire que ces deux églises-là sont en communion.
Il n'y a pas de litige, il n'y a pas de conflit sur les dogmes entre l'Église catholique romaine et l'Église arménienne apostolique. Tous ces différends ont été aplanis. Georges demande s'il y a encore beaucoup de relations entre l'Arménie et la Russie. Elles sont excessivement étroites. Le fait est que l'Arménie est un peu considérée par les Russes comme leur caserne, puisqu'ils ont leur base, ils ont leurs soldats, ils y ont leur relais d'influence, ils exportent leur gaz à prix réduit et ils exportent leurs armes, ce qui fait que la relation est complètement asymétrique. Alors, je vais rajouter encore une ou deux questions. Jean-Pierre demande quelle est l'altitude moyenne du pays. Je dirais entre 1500 et 2000 mètres. En tout cas, Yerevan est à plus de 1000 mètres d'altitude, la capitale Yerevan. Jean-Michel demande si vous pouvez dire quelques mots sur les mékitaristes. Alors, la congrégation de mékitaristes vient de l'abbé Mékitar, qui était un Arménien originaire de l'Arménie occidentale, de la ville de Sébaste, qui avait été persécuté, donc il fuyait donc les persécutions, on faisait face à son peuple, face aux Turcs, et qui avait pu s'établir à Venise. Et donc, il s'était vu accorder par les Doges de la République de Venise, donc une petite île, l'île de Saint-Lazare, sur laquelle il a établi son monastère, son école. Et on peut parler en fait d'un mouvement précurseur du nationalisme arménien, puisque les Mékitaristes, les congrégations catholiques arméniennes, a été des acteurs du proto-nationalisme arménien. C'est eux qui ont ressuscité la langue, ils ont participé à la résurrection de la langue arménienne, ils ont beaucoup traduit des classiques des langues étrangères vers l'arménien, et ils ont formé beaucoup de jeunes arméniens de Constantinople notamment, qui venaient là-bas pour recevoir une éducation. Et donc, ils ont formé toute une élite. Donc, ils ont un rôle pionnier, un rôle fondamental dans le nationalisme, enfin, dans la pensée et les arts arméniens. Alors, nous allons prendre la toute dernière question de Martine, qui demande si la diaspora continue à étudier et parler l'arménien. C'est très inégal, malheureusement. Et là, c'est une question vraiment salutaire parce que j'ai oublié de parler de l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, où il existe un département d'arménien, une chaire d'arménien qui propose un cursus complet d'arménien dans ces deux variantes, orientale et occidentale, à tout public vraiment, dans tous les formats possibles imaginables, que ce soit la licence ou le master, mais aussi en auditeur libre. Alors oui, l'arménien se perd en Occident, au bout de 3 générations, même 2 générations, faute d'école, faute de transmission, faute de structure, faute d'arménophonie tout simplement, ce qui n'est pas le cas au Moyen-Orient, puisque la configuration est autre. Le Moyen-Orient, vous êtes dans un environnement de ghetto, de communautarisme, où en fait c'est le pays qui vous oblige à rester dans votre confession, et aussi où vous avez un environnement majoritairement musulman, ce qui contribue en fait au maintien de l'identité. Alors dans l'Occident chrétien ou déchristianisé, c'est beaucoup plus difficile, ce qui explique aussi l'assimilation, qui est un phénomène, je dirais, presque naturel que connaît la diaspora. J'ai répondu? Oui. Je crois. Un immense merci Tigrane Merci. pour votre présence ce soir, pour nous avoir conduit tout au long de ce périple à travers l'Arménie de votre cœur. Et voilà, je pense que nos auditeurs, nos amis voyageurs ont écouté avec passion votre propos. Donc un très grand merci d'avoir été parmi nous ce soir et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Et j'en profite pour, chers amis voyageurs, pour vous présenter en quelques mots nos prochains voyages réels, les quelques derniers voyages virtuels, et surtout de vous parler d'un voyage que nous organisons en partenariat avec la revue Conflit. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Vous allez voir, nous organisons un voyage en septembre en Arménie et en Géorgie sur le thème Les Perles du Caucase du 12 au 21 septembre. Il sera accompagné par 2 personnalités, Jean-Baptiste Noé, qui est le rédacteur en chef de la revue Conflit, ainsi que Zara Nazarian, qui est la rédactrice en chef du courrier d'Erevan. Voilà, je vous invite chaleureusement à vous inscrire. Il reste encore des places pour ce magnifique voyage. En ce qui concerne nos prochains voyages réels, je vous invite vraiment à oser commencer à vous inscrire, à continuer à vous inscrire. Le déconfinement étant arrivé, nous allons pouvoir reprendre nos voyages de groupe. Nous allons pouvoir vous retrouver sur le terrain avec beaucoup de joie. Et je vous invite chaleureusement à oser le pas de vous inscrire pour ces voyages. Nous vous proposons pour commencer des marches dès cet été, du 24 au 29 août. Il sera possible de partir avec François Mollier, que certains d'entre vous connaissent bien, dans le désert des Causses pour reprendre le souffle après cette période de confinement qui a sûrement été éprouvante pour certains. Il est sûrement bon de prendre le temps de se retrouver, de faire le point,
de faire un retour sur soi, d'aller se ressourcer en marchant. Et nous vous proposons également du 7 au 12 septembre de partir en Bretagne pour un chemin de vie. Vous marcherez du Cap d'Erquy au Cap Fréhel et vous finirez par la traversée du Mont Saint-Michel avec donc l'accompagnateur François Mollier. Également du 21 au 27 septembre, nous vous proposons une marche spirituelle qui s'appelle Détox Digital avec l'accompagnateur Olivier Darras. Enfin, cet été, nous avons la joie de vous proposer un voyage culturel en Vendée avec l'historien Reynald Sécher, que certains d'entre vous ont suivi nombreux pour des voyages virtuels depuis 2 mois. Enfin, je vous parle de nos 2 derniers voyages virtuels. Voilà, ils touchent à leur fin. Nous aurons l'immense privilège d'être en compagnie de l'écrivain Denis Tillinac, mercredi 17 juin prochain à 21h. Et cela est exceptionnel, en direct de la Fondation De Gaulle, dans le bureau du général de Gaulle. Denis Tillinac nous contera l'histoire du général de Gaulle et nous dira en quoi aujourd'hui il est peut-être un homme providentiel pour nous. Je vous invite vraiment, c'est une soirée très spéciale. À 21h, nous avons décalé l'horaire pour que le plus grand nombre d'entre vous possible puisse participer. Voilà, c'est en direct de la Fondation De Gaulle à Paris et ce sera une soirée exceptionnelle avec l'écrivain Denis Tillinac. Enfin, et pour conclure notre série de voyages virtuels, nous vous convions en Irak avec Marc Fromager, qui est l'ancien directeur de l'aide à l'Église en détresse, pour découvrir des trésors cachés au cœur de la guerre. Marc Fromager est un des éminents spécialistes du monde chrétien, des chrétiens dans le monde, puisqu'il a, pendant plus de 15 ans, été le directeur de l'aide à l'Église en détresse et il connaît très bien la situation de l'Église dans le monde et notamment des chrétiens persécutés. Je vous invite chaleureusement également à vous inscrire à ce dernier voyage virtuel. Bien sûr, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur notre site internet ictusvoyage.com dans la rubrique Voyage virtuel. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis très nombreux ce soir. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre fidélité. Certains d'entre vous se sont inscrits à plus de 20 voyages virtuels et je les remercie particulièrement de leur soutien. Je vous remercie à tous peut-être de nous avoir aussi découverts ce soir. Peut-être que vous connaissiez Tigrane Gavion, la revue Conflit, qui gentiment a relayé, je crois, sur son site internet, la présence et l'organisation de ce voyage virtuel ce soir. Donc un grand merci à Jean-Baptiste Noé de l'avoir fait. Merci à tous les amis de Tigrane et Gavion de nous avoir suivis. Merci à tous et je vous dis à très bientôt, j'espère, dès mercredi prochain. Au revoir.